Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, start-up, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieu événementiel BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram au link. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Thomas, bonjour Solène, merci d'être aujourd'hui sur EventCheck. Aujourd'hui, on interview Thomas, je précise, Solène étant mon binôme. Comment ça va Thomas ? Très bien, bonjour Clémence, bonjour Solène. Bienvenue. Bonjour à tous les deux. Tu es le fondateur de l'agence Exclamation Group, et je le prononce à l'anglaise, surprise, surprise, parce qu'aujourd'hui, on vous embarque à New York, chers auditeurs. Alors, cela dit, Thomas, tu es quand même français d'origine, et tu as commencé ta carrière en France avant de traverser l'Atlantique. Est-ce que tu nous racontes un petit peu ton parcours dans l'événementiel depuis tes tout débuts ? Alors mes tout débuts, en fait j'étais encore au lycée et on est venu nous chercher en tant que recruter des jeunes pour contribuer à l'organisation d'une course de jet ski à Cannes, parce que moi je suis cannois d'origine. Et quand j'ai contribué c'était à la sécurité sur l'eau, j'étais sur un bateau et j'aidais à ce que le parcours de jet ski soit sécurisé. J'ai été un peu pris par l'ambiance et les événements sportifs à l'époque. J'ai trouvé ça super et je me suis dit waouh, c'est organiser des événements, je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien et dans un coin de ma tête, je me suis dit un jour j'aimerais bien faire mon propre événement et voilà. Donc il y a eu ce petit déclic à l'âge de 16 ans, 17 ans. Ah oui, et très puis jeune. Ensuite très jeune. Puis en plus je trouvais que c'était vraiment une ambiance super, collégial, c'était fun. Je me dis peut-être qu'un jour si je pouvais en faire un métier, puis c'est resté comme ça dans un coin de ma tête. Et puis ensuite j'ai fait l'EDEC à Nice, et quand j'ai fait l'EDEC en dernière année, il y a ce qui s'appelle le projet entreprendre. Donc on a 6 mois un peu libre où on peut monter une société, un projet, un événement. Et donc moi j'ai souhaité monter mon propre événement, et donc c'était rentrer dans le calendrier du championnat de France de jet ski justement. Et donc j'ai organisé une manche du championnat de France du jet ski, et donc j'ai contacté la Fédé, depuis mon école de commerce, et j'ai monté tout ça tout seul, et ça a vachement bien marché. Donc j'ai convaincu la ville, j'ai eu des engagements publics, j'ai eu des sponsors privés, j'ai été officiellement dans le calendrier. Donc tous les coureurs qui voulaient champion de France et qui voulaient concourir devaient passer par Nice, qui était la première étape du calendrier. Et Nice était en fait la plus grande ville du championnat de France, ils avaient du mal à récupérer des grandes villes, donc plus de 400 000 habitants. Donc on avait, dès le premier jour, alors qu'on était juste en train de placer des bouées sur la promenade des Anglais, des milliers de personnes qui s'arrêtaient pour voir la chose. Et donc j'ai invité... Ouais, et c'est mes parents qui ont dit incroyable parce qu'ils comprenaient pas trop. Ils m'avaient entendu parler au téléphone pendant 6 mois, et puis derrière mon ordinateur, et puis quand ils sont arrivés, ils se sont dit mais c'est pas possible, c'est pas notre gamin qui a fait ça. Et ensuite je me suis dit t'étais rattaché à l'école, mais t'avais pas du tout de structure à proprement parler. T'étais étudiant et t'avais une légitimité quand tu allais démarcher, rencontrer les partenaires, etc. T'avais pas de problème avec ce statut-là. Rien du tout. Je pense qu'en fait, quand on est jeune, on a du culot,
Moi, j'avais été voir le président de la Fédé et il s'est dit, mais c'est qui ce jeune? Et je dis, ouais, moi, j'habite à Nice. Maintenant, je veux faire une... Il m'a dit, écoute, si tu arrives à convaincre la ville de Nice, on y va ensemble. Et en fait, je savais pas, mais 3 ans après, il y avait eu un décès dans l'eau. Il y avait eu un jeune nageur qui avait été percuté par un jet ski. Et donc, la ville de Nice était contre tous les engins et tout ça. Et moi, je savais rien de tout ça. Et on m'avait dit, la première chose à faire, c'est qu'il faut convaincre un club qui appartient à la Fédé pour pouvoir potentiellement organiser. Donc, j'avais été voir à Cagnes-sur-Mer, il y avait qu'un seul club sur la Côte d'Azur qui était un peu légitime. J'avais été voir le patron et je l'avais convaincu. C'était compliqué parce qu'il fallait que ça passe par lui, c'était sa responsabilité et tout ça, mais voilà, j'avançais, j'ai franchi toutes les étapes et j'ai réussi à convaincre la ville a mis les services de la ville. Donc les services de la ville, ça veut dire la police, ça veut dire la communication, ça veut dire des sucettes de code dans toute la ville. Et comme tu dis, aucune formation. Rien du tout. J'ai monté des dossiers de sponsorship. J'étais voir un imprimeur qui m'a imprimé gratuitement tous mes dossiers. À l'époque, on était encore version papier. Bah oui. Donc, je me rappelle, c'était à l'instinct, quoi, à l'envie, peu à la tchatch, j'allais dire. Oui, un peu quand même. Et ça s'est super bien passé. Ouais, il y avait ça. J'ai embarqué après, je me rappelle, j'avais embarqué un copain après anciennement du lycée pour venir m'aider. T'avais quel âge à cette époque-là, Thomas? Eh ben écoute, en fait mon parcours, donc j'ai eu mon bac assez tôt avec un an d'avance. Ensuite je suis parti aux États-Unis 1 an. Je le mentionne parce que ça va. La boucle après été bouclée. Ouais. Ouais, pour ça j'avais un niveau d'anglais à peu près correct. Donc je suis revenu. Ensuite j'ai fait un BTS d'action commerciale à Cannes, donc entre l'âge de 18 et 20 ans. Et ensuite j'ai fait l'EDEC entre 20 et 23, donc j'avais 22. Ah ouais. J'avais 22 très ans. Jeune. Très jeune, ouais. Et ensuite, je me suis dit, je vais. J'ai pensé à un moment, ça a tellement bien marché, j'ai pensé pas monter à Paris, ne pas me structurer vraiment et continuer parce que tout le monde voulait que je fasse la 2e édition de ce championnat de France sur Nice. À l'époque, il y avait Cap 3000 qui était intéressé pour sponsoriser. Donc Cap 3000, c'est le grand centre commercial qui est à côté de Nice. Avec Ford, la marque de voiture qui était intéressée aussi. Et donc juste j'avais à côté de l'aéroport pour ceux qui atterrissent à Nice. Ouais, exactement. On peut situer comme ça. Et donc à l'époque, il y avait des gros sponsors qui m'ont dit, mais nous, l'année prochaine, on te suit, on adore cet événement. Il y a rien sur le plan d'eau à Nice, si vous réfléchissez bien. Il n'y a pas de course vraiment de bateau, de voilier, il y avait rien, pas grand chose sur le plan d'eau. C'était un de mes arguments principaux à l'époque. C'était de dire, mais regardez, à Nice, on n'organise rien sur le plan d'eau. Il y a plein de choses sur la promenade. Il y a des marathons, il y a des choses qui se passent et tout. Il y a des courses, il y a du sport. Mais sur le plan d'eau, vous avez rien. Et le jet ski, c'est assez cool. Moi, ça m'avait plu pour ceux qui connaissent pas trop, mais ça ressemble un peu, vous savez, aux courses de motocross. Ils ont des casques super flashy. Et puis voilà, il y a alors évidemment, il y a le moteur, mais il y a tout le système de glisse et tout, les bouées, machin. Donc puis après, il y avait des étapes de freestyle où ils font des sauts dans l'eau. Donc c'est assez spectaculaire et donc ça marche vachement bien. Et donc voilà, ensuite j'ai voulu faire un stage quand même pour me structurer. Je me suis dit, il faut quand même que je passe par là. Donc je suis monté à Paris et j'ai atterri dans une agence qui n'existe plus ou qui a été rachetée par le groupe GL, qui s'appelait à l'époque Marketplace. Ok. Donc ça c'est pour les anciennes générations, mais elle avait été créée en 1973. C'était la première agence à Paris qui s'était vraiment structurée, qui ensuite avait une succursale déjà à Madrid et puis une autre succursale aussi en Italie. Donc c'était une agence qui était déjà un peu internationale. Oui. Et là j'ai vraiment fait mes armes. C'est là où j'ai appris le métier. Je suis rentré stagiaire. Je suis resté 7 ans là-bas. Et j'ai vraiment gravi les échelons les uns après les autres et j'ai appris ce qu'était le métier de ce qu'on appelait à l'époque chef de projet. Donc je crois que ça se dit toujours, hein. Ça se dit toujours. On l'entend encore. Donc Marketplace, c'est une agence événementielle, hein, 100%. Ou il y avait d'autres 100%. Non, c'était vraiment, comme on dit maintenant en anglais, un pure player. Donc c'était vraiment que une agence de communication événementielle et principalement centrée sur ce qu'on va appeler l'événement corporate. Donc les gros clients historiques, c'était Citroën, c'était tous les lancements automobiles de la marque Citroën dans les années 80 qui étaient une marque Fast dans les années 80. La caisse d'épargne avec tous les grands rassemblements nationaux de toutes les caisses d'épargne. Donc c'était voilà. Le groupe Auchan est un gros client.
Donc c'était les marques vraiment françaises de grande taille, et Marketplace était très bien placé. Il y avait une 40aine de salariés à l'époque et il y avait une super réputation. C'est comme ça que j'ai grandi au sein de cette agence et que j'ai appris les différents métiers, où j'ai appris comment on structurait tout. Donc c'était une super école pour moi qui m'a bien fait grandir et dans laquelle j'ai eu très vite pas mal de responsabilités de par le management qui avait envie de vendre. Donc on a été vendu au groupe Accor quelques années après. Puis du groupe Accor après racheté par le groupe GL. Donc tous ces rachats, à chaque fois je grandissais avec eux. Puis au moment du rachat avec le groupe GL, c'est là où j'ai été débauché par à l'époque ça s'appelait Public Systems, ça n'existait plus, maintenant ça s'appelle Hopscotch. Et donc alors, le Public Systems c'était beaucoup plus large et en fait ils m'avaient repéré parce que j'avais organisé chez Marketplace plein de choses intéressantes, mais surtout j'avais commencé un nouveau département qu'on appelait Grand Public. Donc en fait sur les 7 années de ma vie chez Marketplace, je pense que les 4 ou 5 premières années c'était vraiment oreille interne, surtout auprès des salariés. Et ensuite, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'organiser des choses un peu comme j'avais fait avec le jet ski, des choses qui se voient, des choses avec du média, dans la ville. Et j'ai commencé à organiser des événements au sein de Market et on a gagné la cérémonie d'ouverture et de clôture des championnats du monde d'athlétisme qui avait lieu à Paris, au Stade de France, avec le groupe Accor. Mais bon, moi, Marketplace, on était en charge de la cérémonie et moi, j'étais vraiment chef de projet sur la cérémonie. Donc, j'étais tout jeune. Ah oui. Et j'ai organisé ça, j'ai organisé d'autres événements qui ont eu pas mal de visibilité. Et donc c'est là au Public System on dit nous on voudrait t'intégrer dans nos équipes parce que Public System avait beaucoup plus cette culture du grand public. Ok. À l'époque il y avait les grands événements. Qui te parlait plus aussi. Ouais, qui me parlait plus aussi. Donc j'ai rejoint leur groupe pour développer donc la partie grand public. Et donc là, on a fait des choses aussi très visibles. Je l'ai lancé pour Microsoft, Windows Vista à la Défense sur la place donc de la Grande Arche avec un grand feu d'artifice organisé par le groupe F, qui est une grande agence grand groupe artificier reconnu mondialement, qui avait déjà à l'époque plusieurs cérémonies d'ouverture et de clôture de Jeux Olympiques. J'avais organisé 2 événements aussi parce que moi je suis né à Lyon, donc j'avais organisé 2 événements pour la Fête des Lumières, parce que ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Donc ça me tenait à cœur, donc j'avais dit au Public System, quand je suis arrivé, on va faire la Fête des Lumières. On dit, mais pourquoi, et où, et comment? Je dis, vous inquiétez pas. Donc on a répondu aux appels d'offres, on a gagné. La deuxième année, c'était super, on a fait la colline de Fourvière, qui est le plus gros lot parmi les lots, où vous avez vraiment toute la colline, et vous faites ce que vous voulez, vous racontez une histoire. Donc on a fait un son et lumière qui faisait à peu près 17 minutes et qui racontait l'histoire de la ville. Et en même temps, quand je faisais tout ça, le patron du luxe au Public System est parti, donc je me suis retrouvé patron des événements grand public, donc des quantités de participants très importantes, avec beaucoup de public à gérer dans la ville, à Paris, à Lyon et autres. Et ensuite, j'ai commencé à gérer la partie luxe. Alors là, c'était rien à voir. Les gros événements à l'époque, c'était pour Cartier ou pour Chanel. Oui. Et quand je dis gros, c'est que c'était beaucoup d'argent, mais c'était pas forcément beaucoup de clients. C'est généralement pas des événements. Ils sont pas des millions. Ouais. Non. Et donc ça, c'était en Chanel, plus notamment. de ton rôle. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. T'avais une bonne casquette. T'avais quel âge à ce moment-là, juste pour situer? 16 ans. À peu près. Ouais, c'est ça. 29-30 ans, je pense. Ah ouais, mais c'est important de situer parce que ça donne aussi ton rôle à l'époque, en effet, déjà très important sur cet âge-là. C'est pas très commun. Voilà. Je pense que t'as su, en effet, bien naviguer, imposer aussi tes idées. Enfin, d'après ce que je comprends, ce que tu nous as partagé, t'as aussi réussi à imposer la Fête des Lumières sur les JO aussi, enfin, sur les jeux, voilà. Avec Public System, je pense que t'avais déjà démontré une forte personnalité dans ce qui est important dans ces métiers-là. Mais ce que j'ai compris très vite, c'est qu'apparemment j'étais un bon vendeur, parce que chez Marketplace, à la fin, il m'emmenait à toutes les présentations, même celles que j'avais pas écrites. Alors je commençais à me dire, et puis mes patrons, ils parlaient plus, ils me laissaient faire toutes les présentations. Alors je me disais, il se passe un truc, c'est un signe. Au dernier moment, ils disaient, mais Thomas, tu veux pas venir cet après-midi, on présente chez un tel. Je dis, mais je connais pas le dossier. Mais c'est pas grave, tu liras dans la voiture, on va tout expliquer. Et donc je me suis dit, bon, il
Il doit y avoir un talent caché sur la vente. Et puis non, et puis j'étais passionné. Moi, c'était ma vie. Hein. J'écrivais les recos la nuit, on allait présenter le matin. Et quand je dis ça, c'était pas des blagues. Hein. On terminait souvent nos recommandations dans les appels offres à 5h, 6h du matin. Comme dans les avec, films. Comme dans les films, avec le directeur de création, à l'époque Serge Sinamon, qui prenait le lead sur toute la partie créa. On allait se doucher, on rentrait chez nous, on prenait une douche. Et on se retrouvait à 9h. Ouais, exactement. On se retrouvait à 9h. Ce sont des sacrés souvenirs. Hein. Ouais. Ouais. Je me rappelle, avec Serge, on avait gagné un gros sujet pour Paris 2008. C'est-à-dire Paris qui candidatait pour les Jeux Olympiques et qui devait recevoir le comité olympique à Paris pour la candidature donc de Paris 2008 et être noté sur différents aspects pour les séduire et notamment la visite des futurs sites olympiques. Et donc nous, on avait gagné. Je me rappelle à l'époque, j'étais impressionné parce qu'avant nous, c'était Jacques Séguéla. Donc j'ai vu Jacques Séguéla. Moi, publicitaire, j'avais lu ses bouquins quand j'étais gamin, je lisais ses trucs et tout, et je vois Jacques Séguéla sortir, et moi, je rentre avec Serge Sinamon, mon copain. Et on se disait, bon, on n'a pas peur, on est jeunes, on avait à peine 30 ans, on dit, bon, c'est pas grave, on rentre, on gagne, et on sort. Et c'était notre leitmotiv, notre blague à nous, et c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on a présenté, on est sorti, ils nous ont rappelé le lendemain en disant, vous avez gagné. C'est comme pour la cérémonie d'ouverture des championnats du monde d'athlétisme. C'était quand même un énorme truc, hein. Il y a quand même 80 000 personnes dans le stade, il y a 200 nations représentées, c'était live dans le monde entier. Toutes les télés nationales retransmettent la cérémonie. Et pareil, on a présenté un projet, on y a été au culot, et puis on a réussi. Donc ouais, on avait un peu la baraka, et donc voilà, donc ça nous a suivis. Et après chez Fluix System, alors après ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être pour les auditeurs, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement. C'est quand je suis arrivé au Fluix System, j'ai perdu tous mes appels d'offres au début. Ah Parce qu'en fait, il y avait un mode de fonctionnement différent, les équipes étaient pas les mêmes, peut-être les clients, et donc fallu se réadapter, retrouver ses marques, retrouver des équipes en créa avec lesquelles ça fonctionne bien, et donc il y a eu au moins 6 à 8 mois pour se remettre en scène dans une nouvelle équipe avec une nouvelle dynamique et retrouver ses marques, et puis après c'est reparti. Mais donc tout ça pour dire que quand on change de job, ça arrive, c'est pas grave. C'est normal. C'est pas parce qu'on a gagné dans une agence. Tu penses qu'il faut du temps à quelqu'un pour se réapproprier l'ADN de sa nouvelle marque? C'est ça? Je pense que c'est une combinaison. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des talents en interne qu'on n'a pas choisis quand on arrive, et il y a des bons et des moins bons, ou en tout cas des manières de fonctionner qui sont pas les mêmes. Et puis effectivement, l'agence a pas la même réputation, est pas forte sur les mêmes domaines, j'en sais rien, logistique, production, événements internationaux, événements nationaux. Donc oui, il y a toujours un temps d'adaptation, et c'est normal. Donc pour les gens qui changeraient d'agence, qui se mettraient à douter parce que en fait, c'est qu'il faut que le management donne un peu de temps. Et ensuite, on est reparti avec de très belles victoires. Au Fluix System, j'ai fait aussi beaucoup d'événements d'ouverture de boutiques sur les Champs-Élysées. On avait ouvert notamment la dernière, c'était une très belle boutique, c'était la première boutique Nespresso. Oui, qui avait ouvert sur les Champs. Je vois bien. en 2007. Donc j'avais fait l'ouverture de cette boutique et ensuite enchaîné plein d'autres ouvertures de boutiques dans le monde, toujours Nespresso, mais sur le modèle de ce qu'on avait fait à Paris. De ce qu'on avait fait à Paris. Et à l'époque aussi, ce qui m'avait un petit peu donné envie, c'est que j'avais fait un très bel événement pour Veuve Clicquot, mais à New York. Et je voyageais souvent à New York. Je faisais cet événement pour Veuve Clicquot. Et puis après aussi pour des raisons personnelles, je me suis dit, bon, j'ai envie de changer, je vais pas rester à Paris tout le temps. J'avais fait déjà 3 événements au Stade de France. J'avais fait un événement pour le Secours Populaire qui était génial, qui s'appelait Soleil 2000, qui était en l'an 2000, qui était pour les gamins qui avaient pas de vacances, par faute de moyens de leurs parents. Et en fait, dans le droit français, les vacances pour les enfants sont un droit. Et donc, on avait organisé cette journée un peu exceptionnelle où toutes les années précédentes, ils emmenaient souvent les enfants par région à la plage pendant une journée pour leur faire visiter la plage. C'était souvent des enfants de banlieue qui avaient jamais vu la mer. Ça passait au journal. Et en 2000, Et en 2000, on les a emmenés. C'était génial.
On a emmené plus de 50 000 enfants par groupe de 7. C'est la loi en France. Donc, il y avait 7 gamins, un groupe, un adulte, pour gérer ces 7 gamins. Et donc, ils venaient de toute la France, sponsorisés par Air France, la RATP, TGV, voilà, tout le monde contribuait. C'était vraiment un effort national. Et ensuite, ils arrivaient à Paris, ils avaient tous une activité le matin. Donc, visite de la Tour Eiffel, visite, je sais pas, d'un musée, le Louvre. Et l'après-midi, tout le monde au Stade de France. Et là, il y avait 50 000 enfants dans le stade et il y avait tout le monde. Il y avait Chirac, il y avait Jospin, il y avait Zinedine Zidane. Incroyable. Donc, il y avait Nagui qui présentait. Ouais. Tout le monde s'était mis au service des gamins, donc c'était génial. Ensuite, j'avais fait un événement pour SFR aussi au Stade de France, après un match de foot avec Aimé Jacquet comme partenaire. Oui. Et voilà. Et ensuite, les championnats. Donc après, j'ai fait la Grande Arche, j'ai fait beaucoup d'événements sur les champs. L'atelier Renault, l'ouverture de la boutique Nespresso, j'en ai fait d'autres. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai envie de voir ailleurs. Et j'avais gardé en tête que mon expérience aux États-Unis m'avait beaucoup plu et que New York était une ville qui m'attirait. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais aller démarcher les agences françaises et voir s'il y a quelqu'un qui a envie de m'embaucher pour aller gérer ou ouvrir une agence à New York. Et donc là, on est en 2007. Là, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai réussi, ouais, j'ai mis pratiquement 1 an. Entre le moment où j'ai dit je vais aller démarcher des gens, et puis après récupérer son visa, arriver sur place et tout, c'est un vrai sujet. Donc, et donc j'ai ouvert. C'est d'ailleurs relativement court, finalement. Toi, tu as trouvé le temps long, j'imagine, mais quand tu regardes le type de recherche, tous les critères que tu avais, la cible très précise, t'as finalement vite trouvé ton bonheur. Ouais. J'étais motivé, je me rappelle, je passais les journées à l'agence à bosser comme un malade et le soir, je rentrais et j'avais un deuxième job qui était de me trouver un job à New York. Et donc, c'était des très, très longues journées. Puis, à force de taper à des portes, voilà, j'ai trouvé le groupe Havas qui, à l'époque, n'avait pas d'agence d'événementiel sur les États-Unis et j'ai rencontré le patron monde David Jones qui était à l'époque le patron et qui est toujours d'ailleurs un garçon très charismatique mais qui a quitté le groupe depuis. Et David, il a essayé de comprendre ce que je faisais et en fait c'est aussi, vous savez, il faut toujours un peu de chance. Donc sur le principe, il voulait me prendre parce qu'il trouvait que c'était une activité intéressante qu'on n'avait pas. Et en plus, en même temps, il avait gagné un énorme budget groupe Jaguar, toute la pub pour le monde. Donc ça, c'était des budgets moi qui correspondaient pas du tout à ce que moi je connaissais, parce que moi j'étais dans le métier de l'événementiel, lui il était dans le métier de la pub, et moi j'étais dans l'événementiel, on va dire quand même national, un petit peu international, mais lui il était des énormes budgets. Et il me dit oui, on a fait un tout petit événement pour Jaguar à Miami la semaine dernière et ça s'est mal passé. Et le client est vraiment mécontent et il est temps qu'on règle ça parce que on va pas perdre toute la pub pour un événement Jaguar qui s'est mal passé. Pour un événement. Et donc il m'a embauché, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis moi j'aimerais bien monter une agence d'événementiel mais diversifiée dans plusieurs secteurs d'activité comme je le faisais à Paris. Il m'a dit non avec ton accent français. Et ton expertise, qu'à l'époque on organisait du Cartier, du Chanel, ce qui à Paris est pas tout à fait exceptionnel, c'est des marques qu'on côtoie régulièrement dans les agences, alors qu'aux États-Unis ça fait très chic. Et donc il m'a dit non, tu vas voir, Havas Luxe, c'est un créneau, ça va bien marcher, tu as l'expertise et tout, on part sur ça. Et on est parti là-dessus. Donc je suis arrivé, j'ai ouvert l'agence en avril 2008 et la crise financière est arrivée au mois d'août. Et donc là c'était catastrophique. C'était juste catastrophique. J'avais 17 prospects, j'en ai perdu 16. Donc il restait un. Il en restait un, c'était Elisabeth Arden qui fêtait son 100e anniversaire en 2009 ah oui, et qui m'avait la marque de cosmétiques. Ouais, et qui m'avait dit non, nous on peut pas annuler, on fait quand même notre 100e anniversaire, elle est la crise. Nous on a 100 ans. On a 100 ans quand même. 100 ans, ça se décale pas. Ouais. Mais les 16 autres qui avaient tous été intéressés, que j'avais démarché depuis plusieurs mois, m'ont tous fait faux bond. Je me rappelle à l'époque, claqué entre les doigts. On travaillait pour un gros événement Cartier et un gros événement Aston Martin. Et les deux, au mois de septembre, m'ont appelé en disant on fait moins 50% de chiffre d'affaires depuis que la crise financière s'est déclarée. Et donc, on réduit la voilure et on annule. On gèle les budgets. On gèle tout. Et là, heureusement que David Jones avait un peu de vista et qu'il était pas
Il n'était pas sur une vision très court terme. Il m'a dit, écoute, je t'ai vu bosser pendant 6 mois, j'ai vu ce que tu sais faire, on va faire le dos rond, la crise financière va passer et tu verras. Parce qu'à un moment, à l'époque, il se disait, ah, mais le luxe et la consommation ostentatoire, c'est fini, quelle indécence, regardez tous ces gens qui perdent leur boulot. Parce que la crise financière à New York, c'était unique au monde. C'est-à-dire que moi, je prenais le métro le matin et il y avait des centaines de personnes avec un carton sur les genoux qui venaient de se faire virer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à Paris, on n'a pas connu, en plus, nous, on l'a connu avant l'Europe. Donc moi, quand je racontais ça, mes copains, ils ne croyaient pas. Mais il y a eu un impact à Paris, à New York, parce que c'est la place financière qui était beaucoup plus important que n'importe quelle ville dans le monde. Et en plus, évidemment, ça venait de New York. Donc on s'est retrouvé avec cette énorme crise. Il a dit non, on va faire le dos rond, t'inquiète pas, ça va revenir. Alors qu'il y a plein d'experts qui disaient mais non, ça reviendra pas, le luxe. Je me rappelle les gens qui achetaient du Hermès, par exemple, ils sortaient, ils demandaient d'avoir des sacs blancs. Les gens qui achetaient des Bentley, ils demandaient à ce que la livraison de la Bentley soit décalée de 6 mois parce que les 2 ou 3 voisins avaient perdu leur job. Donc il y avait une vraie crise de la consommation dans le luxe, une vraie gêne, alors que les gens avaient encore, pour la plupart, avaient encore beaucoup de moyens. Hein. Mais en fait, il a eu raison, il a fait le dos rond, il a fait de bons paris, c'est reparti, on a pu redémarrer. Tu dirais que t'as fait le dos rond pendant combien de temps environ? 2009, c'était une année blanche. Voilà, ok, 1 an. On est reparti à partir de 2010, mais la crise financière a commencé été 2008 et a fallu attendre été 2009 pour que les gens se disent ok, on va commencer à replanifier des choses pour 2010. Donc ça a été vraiment 1 an. Et toi, sur cette période, du coup, t'as pas eu d'autres envies, d'autres souhaits? J'imagine que t'as eu pas mal de doutes aussi. Est-ce que t'as eu des envies d'ailleurs, comment tu te sentais à ce moment-là? C'est une bonne question. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé des agences à Paris en leur disant, je pense que je vais perdre mon boulot. Il y a certaines agences qui étaient à l'écoute, qui m'ont dit, écoute, si tu reviens, nous, on est intéressés, même si moi, fondamentalement, je venais de partir, donc j'avais pas envie de revenir. Deuxièmement, je me suis dit, faut peut-être aller en Chine, parce qu'à l'époque, c'était un marché, voilà, donc j'avais des offres en Chine. J'avais été à Shanghai, mais ça m'avait pas plu, donc je voulais pas aller vivre là-bas. Et après, je me suis dit, après cette discussion avec David Jones qui m'a un peu rassuré, je me suis dit, bon, écoute, en fait, ta chance, c'est que tu connais pas super bien les États-Unis non plus. C'est-à-dire que on se rend moins compte, mais quand vous êtes à Paris, il y a 3-4 villes qu'il faut connaître, qui sont des villes, je sais pas, Deauville, Cannes, Paris, Bordeaux, voilà. C'est 3-4 villes comme ça où il y a des événements organisés régulièrement, Lyon et autres. Les États-Unis, c'est un continent, hein, à côté de la France. Donc je me suis dit, en fait, à peu près 1 an devant toi, j'imaginais que la crise allait durer à peu près 1 an, et j'ai dit, profites-en pour voyager aux États-Unis, te faire une culture du pays, aller voir des endroits, des lieux. Et donc j'ai pas mal voyagé sur la côte ouest des États-Unis parce qu'en fait, quand j'ai vécu aux États-Unis et quand j'y retournais régulièrement depuis la France, j'allais surtout à New York. J'allais pas à Los Angeles, j'allais moins à Miami, j'allais pas à Chicago, j'allais pas à Boston, j'allais pas dans le Texas. Donc je me suis dit, c'est ta chance, parce que j'avais peur que ça soit un peu mon point faible par rapport aux autres agences. Qui disent le français il est bien sympa, mais en fait il comprend rien, il sait même pas. Quand les clients comme ça débutés vous disent, mais alors à Los Angeles, Thomas, on va où? C'est quoi le nouveau lieu branché? Et j'avais jamais été à Los Angeles. Tout début de l'ouverture de l'agence, je me dis c'est pas possible, je vais pas réussir, et donc j'en ai profité pour voyager et voilà, trouver des contacts aussi sur place, pas uniquement des lieux, mais des prestataires, des freelances, en disant voilà, maintenant si on m'interroge sur Los Angeles, si on m'interroge sur Miami, si on m'interroge sur Chicago, je sais à qui m'adresser, je connais les lieux, donc c'était pas mal en fait, ça m'a permis de me mettre à niveau. Donc juste pour structurer ce que tu dis, je pense à ceux qui nous écoutent. Quand Thomas nous dit qu'il allait faire un petit tour, il a aussi été boire des cafés et découvrir plein de personnes sur place. Tu me confirmes, hein, Thomas, je dis pas de bêtises. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours faire en France encore aujourd'hui. Quand on n'a pas forcément d'opportunités, on n'ose pas forcément contacter des personnes. C'est une grosse bêtise. Décrochez votre téléphone, envoyez un email. Il y a très peu de personnes qui vont vous dire ah non, moi j'ai pas envie de vous rencontrer.
a priori, tout le monde a envie de faire du business, donc potentiellement aujourd'hui vous avez rien, mais demain vous aurez quelque chose. Et rencontrer les gens parce que vous créez un lien émotionnel. Et donc quand vous commencez à travailler ensemble, c'est franchement plus sympa et ça se fait dans des conditions aussi de confiance. Donc très bon conseil. Non, c'est vrai. À prendre de la part de Thomas qui allait faire son petit tour sur son continent. Et les prestataires sont ouverts à ça. Ils comprennent aussi que le jour où l'opportunité arrive, ils seront placés en premier parce qu'on aura compris qui ils sont, on aura compris la capacité du lieu où le prestataire est ce qu'il est plus fort, je sais pas quoi, en son, en lumière qu'en vidéo ou l'inverse. Donc non, là c'est vrai que les gens étaient assez ouverts pour nous rencontrer. C'est vrai que j'avais le nom du groupe Havas derrière moi, donc j'imagine que ça a aidé aussi, mais je pense que c'est la même chose à Paris ou en province. Les gens ont envie de rencontrer d'autres agences, d'autres prestataires et de pouvoir être prêt le jour où ça arrive. Parce que c'est vrai, cette prise de contact, cette découverte d'un lieu, c'est pas pareil. Quand vous l'avez déjà fait, vous pensez à eux et le jour où vous avez un appel d'offres, vous êtes déjà efficace. Dans les starting blocks. J'avais une autre question, Thomas, parce que tu as souligné quelque chose très rapidement. Tu disais, voilà, si on me demande à Los Angeles où est-ce qu'il faut aller. Donc, il y a une question un peu de veille. J'ai compris aussi, quand tu disais, tu racontais les appels d'offres la nuit avec un binôme créa, etc. Comment est-ce que toi, au long de ta carrière, tu es resté en veille? De quoi tu t'inspires? C'est quoi un petit peu ta façon de toujours être en action et avoir toujours des idées de qui, quoi, où. Comment tu fais pour tout ça? Bon, alors, c'est sûr que ou très peu de choses remplacent forcément l'expérience, mais je pense que plus fort que l'expérience, c'est la curiosité. Je pense que c'est deux types. Il y a la curiosité structurée, j'appellerais ça, et puis la curiosité spontanée. Donc la curiosité structurée, c'est moi par exemple, j'étais à Dubaï 2020, post-Covid qui a eu lieu en 2021, l'exposition, l'ancienne exposition universelle, l'exposition internationale. Par exemple, je vais dans ces grands événements internationaux où il y a, je sais pas combien, 150 pays qui ont chacun dessiné, produit un pavillon pour présenter leur culture. Et ça m'intéresse parce que d'un seul coup, c'est des événements et du design, et c'est de l'immersif, et toutes les nouvelles technologies sont utilisées. Et vous voyez ce que les Coréens font pas la même chose que les Russes, qui font pas forcément évidemment la même chose que le pavillon d'Arabie Saoudite. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a la partie un peu structurée comme ça, où il y a des événements que vous mettez. Moi, quand j'étais à Paris, tous les ans, j'allais à Avignon, j'allais au Off. Vous savez, au mois de juillet, il y a 1500 spectacles par jour. C'est génial. Vous y allez, il y a du théâtre très contemporain, très sophistiqué, il y a du stand-up, mais en fait dans tous ces spectacles, quand vous y allez, vous récupérez toujours une idée ou deux. Il y a aussi dans la rue, c'est sympa, ils font toutes ces parades et tout. Donc il y a aussi des festivals de rue à l'époque où on allait. Donc ça, j'allais dire que c'est la curiosité structurée où vous prenez des rendez-vous pendant l'année, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, où vous allez, plus évidemment les spectacles à Paris. Ça fait partie j'allais dire de mon quotidien, mais du quotidien des gens qui ont envie d'avoir une vraie veille créative. Après, il y a forcément des choses beaucoup plus structurées. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais des conférences événementielles, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont organisées. Oui, les salons, les rencontres, les tables rondes. Exactement. Et tout ce monde-là. Ouais. Mm-hmm. Et après, il y a toutes vos lectures. Donc ça, c'est toujours la partie structurée. Je pense qu'il faut s'abonner à quelques newsletters, mais pas forcément que du monde de l'événementiel, mais du monde du marketing et de la com de manière un peu plus large pour connaître les tendances qui vont s'appliquer un jour à votre événement, à votre directeur marketing qui est devenu votre client et qui a un souci. Donc il faut pouvoir connaître toutes ces tendances, j'allais dire plus généralistes en termes de macroéconomie, de marketing, de finance, de ressources humaines. Et donc ça, c'est vrai qu'une école de commerce, c'est vraiment bien parce que ça vous forme à être un espèce de généraliste. Et après, quand vous avez à discuter avec un directeur des ressources humaines ou un directeur de la formation ou un directeur du marketing ou des finances, vous comprenez à peu près ce qu'ils font. Et donc, c'est plus facile, vous êtes un meilleur interlocuteur. Et puis après, dans la curiosité structurée, moi, le deuxième sujet, c'est la curiosité spontanée. Donc ça, c'est juste d'ouvrir grand ses yeux et de savoir que
tout ce qui va vous passer devant les yeux, un jour ou l'autre, pourrait s'appliquer dans un événement. Donc, quand vous êtes dans un secteur, je sais pas, de boutique, moi, il m'arrive souvent de m'arrêter devant une vitrine et de prendre des photos parce que je trouve que, je sais pas, le design de la boutique, la manière dont ils ont conçu leur décor me fait penser qu'un jour, j'aurais peut-être envie d'utiliser la lumière ou le décor de la même manière. Ou ils ont fait quelque chose de super minimaliste ou de super fun. Donc, je sais que ça s'appliquera différemment à certains de mes clients. Et aussi les tendances dans la rue. Quand j'ai vu tous ces vélos arriver, que les gens commençaient en France, à Paris, à Lyon, puis après ici, pareil à New York, ça arrive un peu plus tard. Je me suis dit, je sais pas, tout le monde est à vélo. Je me rappelle à l'époque, il y avait une marque de mode, je leur avais proposé de faire le premier défilé à vélo dans les rues de New York sur la 5e avenue. J'avais trouvé ça génial. Mais c'était juste une tendance de rue que j'avais imprimée dans ma tête. Et le jour où ils m'ont dit, on va faire un défilé, on le fait où? Attendez, on va le faire à ciel ouvert, on va le faire dans la rue. Tout le monde a envie de faire du vélo. En ce moment, c'est sympa. Donc, je pense qu'il y a ces tendances comme ça. Hier, par exemple, c'était le 4 juillet ici, grand spectacle de feux d'artifice. Donc, j'ai été voir, voilà, classique, il y avait un spectacle de drones qui formait des figures géométriques dans le ciel. Mais bon, voilà, ça m'a permis de voir un peu les nouvelles technologies. Je me suis dit, voilà, il y avait pas beaucoup de drones, mais je me suis dit que finalement, avec le nombre de drones qu'il y avait, on arrivait quand même à faire des figures. Donc, je me projette toujours en me disant, un jour ou l'autre, cette info va me servir. Donc, il faut rester, je vois que j'ai dans un aéroport, je trouve toujours une idée. Il y a toujours le design du lounge, de la nouvelle boutique ou il y a toujours un truc, je me rappelle la fois que je m'arrête avec, ma fille, et je m'arrête et elle me dit, mais pourquoi tu t'arrêtes, papa? J'ai pris une photo d'une enseigne qui était en 3D, très originale. Elle me dit, mais allez, c'est pas du travail, il faut y aller. Je dis, non, lâche le travail. Et donc c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps de s'imprégner de son environnement, et c'est ça que j'adore dans notre métier, c'est que on est à la croisée de tous ces métiers de live, de l'entertainment, de la déco, de l'hospitalité. À chaque fois que je vais dans un restaurant, je regarde le menu, comment il est imprimé, c'est quoi la typo et comment ils ont décidé de l'écrire, et c'est quoi la vaisselle, et c'est quoi la lampe, et tout ça, et un jour, je récupère ça et je dis au client, écoutez, voilà, on devrait faire comme ça. Et en fait, c'est une conviction profonde, mais en fait, c'est parce que j'ai vu des centaines de restaurants, j'ai vu des centaines de feux d'artifice, j'ai vu des centaines de boutiques, et tout ça, c'est imprégné. Et j'ai réussi à me faire une culture, voilà, qui est la mienne. Et après, avec mes convictions, j'en fais profiter mes clients. Et comme tu débordes du coup d'idées, que tu emmagasines beaucoup de choses, est-ce que justement tu arrives à structurer d'une certaine manière cette curiosité spontanée? Est-ce que tu as des outils qui t'aident? Par exemple, tu dis que tu prends beaucoup de photos, etc. Est-ce que tu t'organises pour après pouvoir les récupérer, ou ça reste vraiment dans ta matière grise et hop, ça ressort assez naturellement quand tu en as besoin? J'ai juste les photos qui sont un petit peu organisées sur lesquelles je peux revenir parce que dans l'iPhone c'est facile. Autrement, le reste, honnêtement, c'est vraiment ma matière grise. Quand j'étais jeune, j'avais fait des classeurs que je ne rouvrais jamais ensuite, où j'avais par catégorie, et je faisais faire ça à mes équipes. On faisait de la veille et tous les mois on échangeait et on remplissait ces différentes catégories. Mais depuis que je suis aux États-Unis, je beaucoup moins organisé, ça a été beaucoup plus du spontané avec l'expérience. Il y a juste les photos, parce que les photos, le visuel, ça c'est difficile. Vous pouvez pas à un moment, il faut revenir sur cette image-là qu'il faut partager avec sa créa ou avec son client pour lui montrer à quoi ça ressemble. Mais sur le reste, c'est vraiment du spontané. Et moi, je suis pas l'homme le plus discipliné du monde, donc je suis très créatif, mais je suis moins organisé. C'est pour ça qu'on est deux à l'agence. C'est pour ça qu'Anastasia a un rôle primordial. Mais c'est vrai qu'il faut cadrer les choses. Mais donc sur la créativité, les inspirations, c'est pas super organisé, mais en tout cas dans ma tête, j'ai cette mémoire là qui ensuite, juste avec l'intuition, ça revient au bon moment sur le bon sujet. C'est vraiment la curiosité. Si vous êtes passionné et que vous êtes curieux, tout ce que je vous dis, ça va aller d'emblée. C'est pas très compliqué à faire. Après, si le job de l'événementiel, c'est juste un job, vous n'êtes pas passionné, c'est sûr que dans ces cas-là, ça marche pas. Et moi, je dis toujours aussi, c'est un muscle. Plus on est curieux, plus on cherche, plus on se force un petit peu à regarder autour de soi,
plus ça devient facile. Puis je pense qu'il faut... La créativité, je trouve que ça se muscle beaucoup. Ouais, puis il faut quelques victoires pour se dire que ce qu'on a fait, c'est pas... Voilà. Ah bah ça, faut à un c'est moment la raconter... confiance. Mais un jour, faut raconter à un client un truc avec une conviction qu'on a vu la veille ou l'avant-veille et d'un seul coup, le client, il adore et d'un seul coup, vous vous dites, ah bah ouais, en fait, voilà, ça m'a servi, ça marche, ça fonctionne et donc ça vous rassure sur le fait que c'est pas juste du temps comme ça qui est perdu. Et puis je crois que les clients ils sont aussi avides de conseils et en même temps les clients ont leur propre culture, hein. Ils vont au spectacle, ils vont au resto, ils vont aussi des feux d'artifice, ils vont à des boutiques, donc il faut rester alerte et il faut pas s'arrêter. Voilà, puis après chacun moi j'ai grandi, j'étais formé comme je disais chef de projet et après j'ai cette appétence créative, mais moi je suis pas un directeur de création. J'engage des directeurs de création en fonction des projets. Je leur donne juste ce qu'on appelle le tremplin. C'est-à-dire que moi j'essaie de les mettre au bon endroit, à la bonne vitesse pour qu'ils sautent le plus haut possible. Donc voilà, moi je les oriente. Mais après le job de transformer tout ça et d'en faire un vrai événement de conception de A à Z, c'est un métier, c'est pas le mien et donc moi, je suis surtout une source d'inspiration et puis moi, je suis convaincu que c'est pas la création qui fait gagner. En fait, la création ne fait gagner qu'à partir du moment où le brief est bien analysé. Et en fait, c'est l'analyse du brief qui fait gagner. Parce qu'en fait, vous donnez le même brief à 4 agences. C'est vraiment l'agence qui connaît bien le marché du client, qui comprend bien le participant et qui va pouvoir faire une vraie analyse de son brief. Et donc, elle va arriver avec des conclusions, avec des convictions. Et avec ces conclusions, avec ces convictions, elle va pouvoir les donner à un directeur de création qui, d'un seul coup, sera déjà au bon endroit, sur le bon tremplin, à la bonne vitesse. C'est ce que j'ai appris avec les centaines d'appels d'offres que j'ai pu faire. Et puis de pas avoir peur de dire à son client quand on pense que le brief est mal formaté. Ou qu'on l'a pas compris. Ou qu'on l'a pas compris, voilà. Si on a des questions... Peut-être que s'il y a des points, s'il y a des zones d'ombre, de pas hésiter peut-être à les... Ouais, c'est sûr. À les souligner en disant... parce que je suis ravie que tu dises ça, Thomas, parce que c'est un de mes grands combats, le brief. J'en parle beaucoup sur le podcast. Ouais. Et avec les clients en disant qualifier, 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 parce que c'est ce que on utilise beaucoup, c'est le jargon des lieux, ça. Donc ça résonne ce que tu dis. Alors qualifier les briefs chez nous en agence, c'est compliqué. C'est un vrai sujet. J'ai toujours pas trouvé la bonne réponse. Mais il y a pas de brief si tu veux. Quand tu reçois une demande en tant que lieu événementiel, chaque client va te la formuler un petit peu différemment. C'est souvent un email avec 2-3 infos, quelqu'un qui t'appelle. Au mieux, tu as un formulaire, mais un formulaire assez court parce qu'on va pas non plus leur poser 200 questions sur notre site web. Donc, quand tu es un lieu, en fait, tu es quasiment... Solène peut confirmer puisque... Elle dirige. J'en ai un. Mais t'es obligé de rappeler le client, toi d'avoir un brief de ton côté un peu structuré et de remettre un peu les infos dans les bonnes cases, de voir les cases qui sont vides et puis après justement de laisser le client s'exprimer et de voir s'il y a des petits trucs en plus que t'avais pas senti dans l'email reçu ou autre. Donc et ça on appelle ça qualifier. Mais parce qu'en fait nous il y a pas là, il n'y a pas ce système d'appel d'offres structuré comme vous recevez en agence. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est sûr que faut pas hésiter à rappeler le client, à lui poser des questions et certaines personnes vont hésiter, mais en fait, si c'est un bon client, et si c'est vraiment un client intéressé, il va apprécier et il va se rendre compte peut-être déjà moi je sais que j'ai gagné des appels d'offres avant l'appel d'offres sur la prise de brief. Parce que les questions que j'ai posées au client, il s'est dit, mais lui, il me comprend. Mais lui, il me pose cette question-là, personne d'autre me l'a posée, mais c'est vrai. Et d'un seul coup, cette discussion le fait réfléchir déjà, et on a déjà un premier a priori positif ou négatif sur la personne, parce que en fonction de... Et puis, c'est vrai qu'il faut essayer au maximum d'enlever toutes les zones d'ombre pour pouvoir arriver avec une solution qui soit la plus adéquate possible. Et donc, il faut pas hésiter. Ça, c'est sûr que... Et puis, je pense qu'il faut... Moi, je sais que j'ai jamais hésité au départ, oui, mais maintenant, non. Aller aussi, quand il y a un brief, c'est très structuré. Donc, si on vous donne le brief aujourd'hui, il y a 4 agences et on se reparle dans 3 semaines. Mais moi, au bout d'une semaine, si j'ai des questions,
simplement, je retourne vers le client et je dis voilà, j'ai ces 5 questions-là, je comprends pas, ou est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, et donc de retourner vers le client, ou même de temps en temps dans des appels offres qui étaient moins structurés, de commencer à initier des idées en demandant au client si on va dans la bonne direction avant de se mettre à dessiner, à faire des 3D, à rentrer dans des coûts, à faire des budgets, à appeler des prestataires, à récupérer des devis. Déjà de tester. Alors des fois par exemple c'est sur des destinations, ça peut être très ouvert et on nous dit voilà, il faut qu'on aille au soleil, on veut remercier nos salariés, il faut que ça soit une destination idyllique, n'importe quoi. De temps en temps c'est mieux de revenir vers eux et dire voilà, on a 3 choses, je dis n'importe quoi, on a Biarritz, on a Marbella et on a Marrakech. On vous explique pourquoi on a ces 3 et tout de suite le client va nous dire n'importe quoi. Ah ben non, je sais pas quoi, Marrakech on y a été il y a 3 ans, on a oublié de vous dire. Très bien, c'est une bonne info. Et puis Marbella, oui, on vous a dit le soleil, mais en même temps 40 degrés, on ne pense pas que ce soit le bon truc, donc j'en sais rien. Il faut tester comme ça des idées avec eux pour voir à quel et puis voilà, effectivement structurer la prise de brief au maximum. Ouais. Je vais reprendre un peu le fil de ton histoire. Donc, on en était à ton arrivée à New York, Havas, la sortie de crise. Ensuite, combien de temps tu passes chez Havas? Je passe 11 ans. New York. 11 ans. J'arrive en 2008. 11 ans. Ouais, je suis parti en 2019. Donc, c'était un grosse décade où j'ai créé 2 agences. Une donc s'appelle qui n'existe plus quand je suis parti. Havas Lux, ouais. Et ensuite, en 2017, on a changé de patron. J'ai un nouveau patron qui s'appelle Yannick Bolloré. Et Yannick Bolloré, il m'a dit, écoute, nous, sur les États-Unis, le luxe, c'est vachement bien, mais t'es un peu un ovni parce qu'on n'a pas vraiment d'agence de publicité dans le luxe aux États-Unis. Par contre, on a une très belle agence à New York qui fait du corporate. Et donc, ça serait bien que tu puisses les épauler avec des événements corporate. Et c'est plus la culture ici, aux États-Unis, parce que c'est vrai que les marques de luxe sont principalement basées en Europe. Et donc j'ai monté une deuxième agence qui s'appelait, c'est pareil, elle a fermé quand je suis parti, qui s'appelait Havas Event. Et donc en 2017, ça a été assez court, mais on a été tout de suite successful. Donc 2017, 2018, 2019, on a monté Havas Event. Et donc on avait 2 structures que je dirigeais sur type de clients très différents. Mais en fait, comme on a démarré par le luxe, quand on allait voir des clients corporate avec toute notre créativité et le fait qu'on sache vraiment bien traiter les clients dans le monde du luxe, les clients du corporate, donc à la Banque Lazare, KPMG, ces gros clients, le Wall Street Journal, ExxonMobil, ça les a rassurés tout de suite en se disant, mais attendez, s'ils savent faire les meilleurs événements du monde pour les grands marques de luxe, ils vont savoir gérer nos clients ou nos salariés. Et donc c'est comme ça qu'on a transitionné assez vite de l'un à l'autre. Et puis après j'ai eu envie de monter ma propre agence, d'être indépendant, d'avoir cette liberté d'entreprendre. Et comme je lance toujours une agence sans savoir qu'il y a une crise mondiale qui arrive, cette fois-ci elle n'était pas financière, elle s'appelait le Covid. Et donc la Covid m'a tendu un piège. On a créé l'agence donc en janvier 2020. On a failli la fermer avec Anastasia. Avec Anastasia, avec ton duo. Avec mon duo. Donc on s'est rencontrés. Je veux bien que tu prononces son nom de famille parce que je suis pas sûre de bien le dire. Nissenbaum. Donc si ça... Anastasia Nissenbaum. Et donc on s'est rencontrés J'avais juste un doute. Ouais, fin 2019. On décide de monter l'agence. Moi, j'allais monter mon agence, mais elle décide de monter avec moi dans le train et de se dire, ouais, on va le faire ensemble. On sera plus fort à 2 sur des compétences très complémentaires. Et là, tout de suite, on a beaucoup de clients, ça démarre super bien. Et la même semaine, je me rappelle, j'étais à Boston en repérage pour un client. Et là, tous les clients nous rappellent tous et nous disent, là, c'est Covid, faut qu'on décale, on va pas annuler, on se reverra dans quelques semaines, on en reparle ou dans quelques mois, mais on pense qu'après l'été, ça ira mieux, la crise sera passée. Et en fait, la crise, elle a duré bien plus longtemps que ça. Pas jusqu'à l'été. Non, elle a duré un peu plus. Un peu plus, ouais. Et on a vraiment repris le business. Elle a duré plus longtemps que la crise de 2018, ça. De 2008. Ouais. Elle a duré... de 2008, pardon. Ouais. Elle a duré... Nous, on a vraiment repris le business en 2022. Donc, 2020,
c'était 2020, on a perdu 90% de notre chiffre d'affaires qu'on n'a jamais retrouvé. On a fait du virtuel, on a fait du consulting, il y avait plus d'événements physiques, c'était juste interdit. Donc on n'en a pas fait. En 2021. Ça vous a permis de survivre, Thomas, ou vous aviez des économies? Ah bah nous, l'agence, elle avait zéro économie, hein, parce que ça faisait 3 mois qu'on existait. Non, vous personnellement, Ah bah oui. je veux dire, est-ce que on a dû prendre toute notre épargne salariale et tout délapider pour essayer de pas fermer l'agence en se disant de remplir le frigo. ah ouais. pour faire juste en chiffre d'affaires ridicule, rien. 2021, c'était un petit peu mieux, mais les clients sont pas encore décidés à vraiment faire des événements rencontres physiques importants, d'ampleur. Donc nous, on était toujours en stand-by, donc on faisait du virtuel, on faisait du consulting, c'était vraiment embryonnaire. Et puis, alors l'avantage, c'est que comme on avait démarré, qu'on avait très peu de salariés et qu'on avait des bureaux, mais que c'était flexible, on a pu très vite se délester de tout et être financièrement, en fait, avoir aucun coût fixe. C'est-à-dire que tous les salariés sont redevenus des freelances sur le marché, c'était un peu sauf qui peut. On a rendu les bureaux, on a tout rendu. Et donc en avril 2020, on n'avait plus de clients, on n'avait plus rien, mais en même temps, on n'avait plus de coût fixe. Donc on a essayé d'être super agile là-dessus. Et puis, il n'y avait pas les fameux fonds et prêts. Alors il y avait un truc qui s'appelle... les gens ne connaissent pas en France, mais ici tout le monde connaît, ça s'appelait PPP, 3P. Et c'était un prêt que le gouvernement faisait, un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres pays pour aider les entreprises qui avaient perdu du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que nous, on était mal barrés parce qu'il fallait fournir le chiffre d'affaires au moins de l'année précédente en benchmark pour pouvoir avoir... Sauf que nous, on n'en avait pas. Et donc, on a eu très, très, très peu d'aide. Donc, c'était ridicule. Et le très, très peu d'aide qu'on a eu... Je suis en train de le rembourser maintenant. Donc, c'est-à-dire que ces prêts-là, ils nous ont même pas été... c'était des vrais prêts bancaires avec un taux à 1%, donc ça ira. Mais donc, aux États-Unis, ça a été rude. Ça a été dur. Heureusement, 2022, on est reparti on est reparti, mais c'est une très, très, très belle année. 2023, ça continue à progresser, même s'il y a un petit peu moins d'engouement avec un marché qui se tasse un petit peu dans le domaine du luxe, ou en tout cas qui ralentit sa croissance, on va dire, c'est le mot juste. Alors du coup, sur cette nouvelle agence, vous avez le même, tu gardes ta spécialisation luxe parce que tu viens de mentionner les clients luxe. C'est quoi vos clients sur Exclamation Group? Bah, si les gens vont sur le site web, c'est du milieu groupe.com. On a 2 catégories, on a luxe et corporate, mais c'est vrai que depuis la reprise, de par peut-être la réputation, la mienne, l'agence, ici depuis longtemps, c'est vraiment les marques de luxe qui nous ont rappelé en premier, et c'est avec les marques de luxe qu'on a eu comme ça d'instinct le plus de connivence et de collaboration les plus rapides. Donc on est quand même principalement aujourd'hui positionné auprès des grands groupes, donc chez LVMH, chez Kering, chez Richemont Group, pour ces expériences-là qu'on sait faire vraiment bien. Donc c'est ça qui nous Qu'est-ce que tu proposais justement qu'est-ce que tu proposais justement de plus sur ce marché-là, parce que tu as eu toutes ces expériences passées. C'était quoi ta volonté quand tu as créé ton agence, si ce n'est d'avoir ta propre agence, j'imagine, avec Anastasia. Mais qu'est-ce que tu voulais réellement apporter, ton offre de valeur par rapport à ce public particulier? Quelle était ton ambition? Est-ce qu'elle est restée constante? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même, ou tu as déjà des envies d'évolution, de diversification? L'envie, le positionnement a pas beaucoup changé. Donc, je pense qu'on a tapé juste, et pour l'instant, on est assez content des résultats. Donc, il y a pas de changement majeur à apporter, en tout cas dans les 12 prochains mois. Donc, la vraie différence, c'est qu'on a une vraie expertise depuis 15 ans sur les marques de luxe aux États-Unis. Donc on sait très bien parler aux marques de luxe qui sont basées en Europe, et on comprend qui elles sont, et on comprend leurs guidelines, on comprend leur manière de fonctionner, leur héritage, cette volonté d'être
quand même considérées comme des marques modernes. Donc tout ça, on le comprend très bien, on le pratique. En même temps, on comprend aussi très bien la culture américaine. Et on comprend aussi très bien le luxe aux États-Unis. Ils sont deux sujets. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une agence, ce qu'on appelle en anglais boutique agency, mais c'est comme Bernard Arnault aime dire que tous ses employés doivent être hands-on. Donc nous, on est vraiment cette petite agence où les managers, les propriétaires de l'agence deviennent vos chefs de projet. Donc en toute humilité, on se met au service du client, on dédie un temps assez important à chacun de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on fait pas des douzaines et des douzaines d'événements par an, parce que chaque événement, on le considère vraiment comme une priorité dans le calendrier, on les séquence dans l'année, donc on choisit, et ensuite, on devient vraiment, Anastasia et moi, les référents pour notre client, qui est souvent le directeur marketing ou le directeur de la communication. Donc ça nous limite un peu, parce qu'on peut pas démultiplier. Alors évidemment, on a une équipe avec nous, on a des chefs de projet, on a des directeurs de production, logistique, on a des directeurs techniques, on a des prestataires, donc on peut monter plusieurs événements en même temps, mais il y a une limite au système et c'est un peu notre honnêteté intellectuelle, c'est de dire à nos clients, écoutez, là, sur celui-là, on pourra pas le faire et là, on a déjà dédié 2-3 jours par semaine à tel client et on a encore quelques semaines avant voilà. Donc, les clients apprécient parce que nos clients, en fait, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec plein d'agences. Et l'expertise dans le luxe et le fait que ça soit vraiment nous aux manettes derrière ça fait la différence. Je travaille dans plein d'agences, des tailles d'agences différentes, mais c'est vrai que les directeurs de la communication ou du marketing ou de temps en temps directement les CEO des boîtes, ils ont envie d'avoir des référents comme nous au quotidien sur les calls quand ils ont des vraies questions à poser. Et donc c'est notre force et c'est ce qui fait que les gens continuent à nous appeler. Oui, c'est très intéressant. Ça fait un petit peu, à nouveau, quand on reprend les codes du luxe, ça fait presque pièce sur mesure. Quand on commande un bagage chez Louis Vuitton sur mesure, il y a un artisan qui est dédié à ce bagage et il n'y a pas toute une flopée de stagiaires en apprentissage. Voilà. C'est vrai, c'est un peu la même. Et l'artisan est le fondateur de l'agence. C'est vrai que c'est une image très forte et symbolique, donnée aux clients. Ouais. Et donc je comprends que ça parle à ces marques. Vous avez une autre particularité dont il faut qu'on parle, Thomas, qui ressort beaucoup sur votre agence, c'est que vous parlez de parcours émotionnel sur vos événements. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un parcours émotionnel pour toi? Ouais, alors à la base, nous on dit deux choses. Je vais utiliser 3 mots d'anglais parce que on traduira si besoin. Non, y a pas, tout le monde comprendra. Nous on dit que pour qu'un événement soit réussi, il faut qu'il soit meaningful, donc qu'il ait du sens et qu'il soit mémorable. Meaningful, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il soit unique dans sa conception pour le client. C'est-à-dire que quand le client va inviter les participants et va regarder cet événement, il ne peut être fait que par cette marque-là, de par la conception et ce qu'on va y mettre dedans, les ingrédients, le storytelling, la narration. Et donc ça, faut qu'on apporte du sens. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel le marketing puisse se reconnaître. Et après, meaningful, ça veut aussi dire est-ce que ça a du sens pour le client, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le client devrait participer, pourquoi est-ce qu'il devrait venir, ou pourquoi est-ce que si c'est un événement journaliste, pourquoi les journalistes devraient venir, et pourquoi est-ce qu'ils devraient écrire sur cet événement, ou si c'est des participants qui sont des employés, en quoi cet événement va les aider à devenir de meilleurs employés. Donc ça, c'est la partie vraiment rationnelle. Donc là, on est vraiment sur des faits, et on travaille vraiment avec des argumentaires. Et puis après, il y a la partie émotionnelle, donc là, c'est la partie mémorable. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire, en règle générale, dans 80% des boîtes aux États-Unis ou en France, il y a trop d'événements. Ils sont pas assez meaningful et mémorables, et pour se rassurer, on en fait plus. Mais je pense qu'il faut en faire moins, dépenser plus d'argent sur moins d'événements, ça sera la même somme au final, mais qui soit mémorable. Et donc dans le côté mémorable, quand on travaillait là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est ce qui n'a jamais été fait, ce que les gens vont pouvoir se souvenir, ressentir, et donc c'est le côté émotion. Et il y a plusieurs années maintenant, je voulais monter en parallèle un projet passion, je voulais monter un show off Broadway. Et donc j'avais été voir des producteurs
Broadway. Et j'en avais rencontré un, et comme ça, il me dit, oui, mais bon, de toute façon, quand on écrit des scripts, on écrit toujours, au-delà de la narration, on écrit toujours le parcours émotionnel de nos participants. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, bah, tu sais, en fait, c'est facile. Quand on écrit scène 1, scène 2, scène 3, acte 1, 2, 3, on a décrit pour chaque moment de la pièce, ou off-Broadway, c'est plus des shows immersifs, de parcours et autres. On a écrit quelle est l'émotion qui doit être ressentie. Et comme ça, à la fin, on peut regarder et on regarde le parcours émotionnel. Et là, je me dis, mais c'est génial ce truc. Moi, j'ai jamais pensé. Je fais des événements, je fais toujours des conducteurs techniques avec à la minute de ce qui va se dire, il y aura quoi en son et en lumière et dans l'écran et la vidéo et tout. Et en fait, il faudrait que dans ce conducteur, quelque part, on rajoute une colonne et qu'au fur et à mesure que l'événement se déroule, on puisse vérifier, se concerter, décider quelle est l'émotion qu'on veut générer à tel moment. Et donc, on a commencé à peaufiner ça. Et donc, il y a moins d'émotions, pour être très honnête, que dans un show de Broadway, parce qu'on va très rarement générer de la peur ou générer de la tristesse. C'est pas vraiment les émotions. C'est un concept. C'est un concept, voilà. Donc, dans l'événementiel. Si on génère de la peur sur un événement. Mais dans les shows de Broadway, ils le font. Mais nous, on est un peu plus restreint, mais en même temps, on a développé d'autres choses. Donc, on a développé quelle est l'intensité de l'émotion. Parce que de temps en temps, on peut développer de la nostalgie ou développer simplement de la bonne humeur. Mais est-ce que c'est très dense ou pas dense? Donc, ce côté intensité. Puis, il y a ce côté, est-ce que c'est une émotion qu'on veut individuelle ou collective? Ça, c'est vachement important. Est-ce que c'est une émotion qu'on veut générer de manière passive ou active? Donc voilà, ça c'est un peu nos critères à nous qu'on a développé, c'est un peu notre recette à nous. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on monte un événement, on écrit le parcours émotionnel. Et donc on se dit bah voilà, on va arriver, les gens vont être reçus, il va y avoir de la musique, ça va être de la musique classique, mais qui sera jouée dans un coin, on va rien imposer. Donc les gens sont là, c'est plutôt la plénitude, ils viennent peut-être de faire 20 minutes de trajet en métro, ils sont venus en voiture de luxe, peu importe. Ils vont se retrouver, on leur donne le moment de se retrouver. Puis après, on les invite à ouvrir un rideau et là on arrive dans un parcours d'une exposition. Donc là on est dans de l'individuel où chacun va regarder des photos, des vidéos et là on se dit ok, c'est une sublime marque de haute joaillerie. Et là, on est sur des pièces antiques. Et là, on va jouer la nostalgie, par exemple. Puis ensuite, ils vont arriver, et puis ils vont sortir de là, et puis il y a une immense projection. Là, ça sera plutôt quelque chose de collectif, puisque là, les gens vont se rassembler dans cette pièce-là. On va rajouter du gustatif, puisqu'on va leur servir un cocktail. Et puis là, on va être peut-être dans le registre de la surprise. Donc voilà. Donc en fait c'est ça l'idée. L'idée c'est cet exercice de style. Au fur et à mesure que vous faites le parcours, puis après vous dites bah attendez là, les gens vont se poser un peu. C'est un événement de networking, donc on va leur donner un moment à table où il se passe pas grand chose, mais c'est fait pour. Il faut pas des émotions tout le temps partout. On n'est pas une machine à émotions. Et puis après à la fin du dîner vous dites ah bah attendez, là il y a le chef qui vient parler ou il y a quelqu'un sur scène qui va jouer de la guitare, n'importe quoi. Et donc là on va générer une autre émotion qui sera collective puisque tout le monde va écouter la même chose en même temps. Et puis peut-être qu'il y a une dernière émotion en sortant. Est-ce qu'il y a quand même des recettes un peu magiques type, alors je sais que vous travaillez du coup à chaque fois sur du sur-mesure, sur d'événements uniques pour vos clients, mais est-ce que depuis tu as mis en place vraiment cette notion-là de parcours dans ta manière d'appréhender, de traiter les événements, est-ce que tu ressens que quand même il y a des mécaniques qui sont récurrentes, il y a des enchaînements de types d'émotions qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas vraiment. Par exemple, si c'est des grosses bêtises, enchaîner la plénitude et la surprise, peut-être que ça fonctionne pas vraiment. Enfin, est-ce qu'il y a des codes un peu maintenant qui t'apparaissent? Et du coup, est-ce que tu as un format quand même, alors je dirais pas type parce que tu me diras que non, mais quand même un socle que tu peux réadapter, réajuster en fonction de l'événement, ou à chaque fois tu pars d'une feuille blanche? Non, il y a des grandes lignes conductrices qui sont à peu près les mêmes. La première, c'est qu'il faut bien savoir
qu'on n'a aucune certitude. Je vous donne par exemple un exemple. J'ai fait pour L'Oréal un sublime spectacle, et l'élément de surprise, c'était Aretha Franklin, Queen of Soul, qui venait chanter devant 900 personnes. Pour moi, c'est le summum, voulez-vous dans les grandes lignes, c'est toujours, vous savez, le fameux crescendo. Donc à la fin, il y a le summum, là, c'était Aretha Franklin. Bon. Aretha Franklin, quand elle est arrivée sur scène, on l'a fait arriver par la salle, donc elle marchait entre les tables. Il y a des dames qui devaient avoir 60 ans, 70 ans, qui pleuraient. Elles ont vu Aretha Franklin, elles pleuraient. Et l'émotion, c'était, je sais pas, elles se retrouvaient peut-être il y a 40 ans dans leur chambre quand elles écoutaient Aretha Franklin. Et il y avait d'autres personnes qui me regardaient, ça n'avait pas l'impression de leur faire grand-chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on se dit qu'on va générer un certain type d'émotions par rapport à ce qu'on sait, mais chacun a son propre parcours, son propre registre émotionnel, et ne va pas réagir de la même manière. Après les grandes lignes, à cette fameuse ligne du crescendo, effectivement, il y a certaines choses où, quand on sort d'un événement de plénitude, où on a essayé de faire quelque chose de, je sais pas quoi, de très zen ou de très calme, dans un contexte, je sais pas, de pénombre ou de jeu de lumière, c'est vrai que derrière, on sait qu'on va pas enchaîner direct avec de la musique à fond et un show lumière. Mais tout ça, j'allais dire que c'est plutôt du bon sens. Et après, ce qu'on veut faire surtout, je pense, c'est que ce qui est important, je pense, c'est qu'à la fin, quand vous regardez, est-ce que ça vous paraît assez juste par rapport aux objectifs qui vous ont été donnés? Et je pense qu'un des critères importants, c'est d'être sûr que vous avez assez de variété. C'est-à-dire que forcément, nous, on fait un parcours émotionnel parce qu'on veut pas tomber dans la monotonie, mais quand je dis la variété, c'est pas uniquement des émotions, c'est aussi comment vous les avez générées. Est-ce que vous les avez générées par de la vidéo, par du son, par de la gourmandise? Est-ce qu'elles sont toutes individuelles ou elles sont toutes collectives? Donc d'un seul coup, si vous voyez qu'elles sont vraiment toutes collectives et qu'elles passent tous pratiquement par le gustatif, c'est pas bon. Sauf si vous avez dit que vous avez voulu faire un événement gastronomique et c'est tout. Mais donc, sauf si c'est que des chefs. Voilà, c'est que des chefs et qui ont envie de. Donc il y a quand même cette et je pense que c'est quand vous avez terminé le parcours que vous revenez dessus et que vous commencez à retravailler chaque séquence, c'est là où vous vous rendez compte que peut-être vous avez oublié un outil. Là vous dites en fait oui, là sur ce long couloir il se passe rien. Et en fait, on rate une occasion de générer une émotion avec de la lumière ou avec de la musique. Ou, regarde, là, c'est vraiment trop long. Donc, ça permet, je pense, de pouvoir revisiter tout ça. Et puis après, honnêtement, c'est comme la création, c'est-à-dire que il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas de certitude. Mais au moins, ça rassure un client quelque part parce qu'il se dit, parce qu'en fait nous, il y a une méthode. Peut-être. Ouais, une méthode et puis nous on partage et ensuite le client peut nous dire, attendez nous. La nostalgie, là, c'est bien trop long parce que nous, 20 minutes dans l'expo sur, on s'était pas rendu compte, mais finalement, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite et on voudrait tout de suite passer sur la nouvelle collection. Et d'un seul coup, on peut renverser les choses, on peut renverser le parcours, on peut le faire beaucoup plus court, on peut insister plus sur des aspects produits nouveautés, des variables. Donc c'est ça qui nous plaît, c'est de pouvoir échanger avec le client. Ça crée aussi, ça crée une base commune avec le client qui vous permet de vous comprendre sur là où vous allez ensemble. Ouais, et puis de temps en temps de dire au client, regardez là par exemple. La fin du dîner se passe pas grand chose en fait. Et nous, comme on aime bien toujours terminer sur une note plutôt collective dans ces cas-là et très positive, on va susciter au client un dernier acte, quel qu'il soit. Peut-être que lui, à la base, il n'y avait pas pensé. Il avait dit, il y aura un DJ, tout le monde ira danser, ça se passera bien. Donc ça permet aussi de temps en temps de challenger. Et puis après, pour répondre à ta question, Solène, c'est qu'aussi, nous, dans les formats d'événements, si on prend les formats vraiment très, très classiques, de l'arrivée du cocktail, et puis après de l'expo, puis du dîner, des choses comme ça, il y a toujours des moments à respecter où on se dit justement, au départ, faut laisser les gens arriver, découvrir le lieu, ils ont le temps de faire un petit peu de networking, donc on leur impose rien. Après, on peut commencer à leur imposer des choses en plus participatif. Puis voilà, puis un crescendo jusqu'à arriver
à ce moment, voilà, de surprise, de reveal du produit. Souvent, c'est là qu'on reveal la nouvelle montre, la nouvelle voiture, le nouveau collier, voilà. Donc il y a des grandes règles comme ça qu'on essaye de suivre, mais nous aussi, le fait de les poser sur le papier, c'est pas pareil que se dire ah oui, nous on est professionnels de l'événement, on sait, donc on le fait naturellement, mais on le fait pas partager avec le client, et le client se rend pas compte de ce qu'on a mis en place, alors que là, on leur écrit la recette, on leur raconte, et ils sont vraiment acteurs avec nous sur le déroulé, la narration et donc le parcours émotionnel. Pour clôturer ce bel échange, Thomas, comment est-ce qu'on fait si on veut te contacter, te suivre l'actualité de l'agence c'est quoi les meilleurs canaux, médias Alors on n'est pas super fort en communication. On reste. Pas encore. Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc en fait le plus simple c'est évidemment sur le site. Donc exclamation-groupe.com. Donc là on est là vous pouvez nous contacter sur le site, c'est le plus facile. Et après là où on communique un petit peu sagement, c'est sur mon propre LinkedIn, donc mon Thomas Serrano, SE2RANO, donc exclamation groupe. Donc c'est là où on publie un petit peu les podcasts, les articles récemment publiés, mais rien d'outrancier. De toute façon, beaucoup d'événements qu'on fait se voient nulle part, donc on n'a pas le droit de communiquer. Les grands groupes nous demandent d'être très très discrets sur ce qu'on fait, notamment sur les événements clients. Donc malheureusement, c'est des contraintes fortes de notre métier, puis de par notre personnalité, on est plutôt des travailleurs et on est moins des communicants, mais c'est normal. Nous, on est là pour faire briller nos clients et on est là un peu derrière le rideau. Donc on a gardé en coulisses. Ouais, on a gardé un peu cette culture de la coulisse plus que de la lumière. Mais si quelqu'un, suite à l'écoute du podcast, a envie de t'envoyer un petit mot sur LinkedIn, c'est bien. Bien sûr. Ouais, sur LinkedIn ou sur notre site web, il y a pas de souci. On sera content de connecter et de répondre. Top. Merci beaucoup Thomas d'être venu aujourd'hui sur EventCheck. On vous souhaite encore plein de succès pour cette agence qui ne fait que démarrer donc. Ben oui, merci à vous. Et au plaisir de suivre vos aventures, même discrètes. Ça marche. Merci à toutes les deux. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci.